Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro exceptionnel de Moselle Gourmande. Comme vous pouvez le remarquer, nous ne sommes pas dans notre cadre habituel, nous nous trouvons actuellement à la Foire Expo de Metz. Alors cet événement présente différents secteurs comme le secteur de l'artisanat, de l'habillement, du jardin, etc. Mais on ne peut pas passer à côté du secteur de la gastronomie, comme ici au pavillon de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Moselle. Et aujourd'hui, ce sont les amateurs de sucré qui vont être gâtés grâce à une pointure de la pâtisserie. Il s'agit de François Daubinet. Originaire de Thionville, il passe par de grandes maisons comme le Crillon ou encore l'Athénée Plaza aux côtés de Christophe Michalak. François Daubinet est un chef qui aime transmettre l'héritage qu'il a eu aux côtés de ses grands chefs. On découvre tout de suite sa recette, regardez. Alors aujourd'hui, on est à Metz. C'est Ouais. toujours très exotique, Toujours. puisque nous sommes ici chez toi. Et qu'est-ce que tu vas proposer à nos visiteurs de la Foire internationale de Metz? L'idée simplement, c'était de se dire que revenir ici en Lorraine, enfin en Moselle, pardon, j'avais envie de vraiment faire un dessert qui soit identitaire et à la fois facile à réaliser à la maison, parce que je trouve qu'à la maison c'est très compliqué parfois de faire des textures de ouf et tout. Et donc j'ai choisi de faire un baba parce que c'est d'origine lorraine, le baba au rhum, il est né ici. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ça, et je trouve que c'est à la fois trois éléments qu'on peut adapter en fonction de la saison, en fonction de nos envies. Et donc je le change très régulièrement, parfois aux agrumes, parfois à la poire comme aujourd'hui, parfois à la fraise, j'en sais rien. En fait, il y a trois éléments, enfin quatre. Une pâte à baba, un sirop, une compotée de fruits et une chantilly. Et en fait, avec ça, on peut vraiment faire pas mal de choses. Et donc cette fois, enfin aujourd'hui, j'ai décidé de travailler sur un baba au rhum. J'ai fait pocher, confire des poires dans un sirop avec de l'eau, du sucre, du miel, de la vanille, des épices, de la fève de tonka, des clous de girofle. Donc vraiment un sirop épicé. J'ai fait pocher ces poires tout doucement pendant des heures. J'ai récupéré les poires pour les transformer en petites brunoises, que je vais vous expliquer là. Toutes les chutes, j'ai tout mixé pour en faire une sorte de purée un peu de poire. Et ça me donne en fait... Ah voilà, merci. Donc on a en fait là-dedans des poires pochées. C'est tout simple, mais en même temps, ce qui est le plus dur, c'est de faire simple. Donc c'est juste des poires pochées avec un peu de confit. Et ça nous donne la garniture du baba. Et je vous explique tout ça parce que j'ai récupéré ce sirop de pochage des poires que j'ai filtré, que j'ai rallongé avec de l'eau et un peu de miel pour imbiber mon baba. Donc en fait on a un baba vraiment qui est épicé, poire, vanille, tonka, clou de girofle, je disais, avec pas mal de petites choses. Donc c'est vraiment, voilà. Il y a une pâte à baba. Pour vous expliquer la pâte à baba que vous avez sous les yeux, la recette en tout cas, je l'ai faite et je l'ai moulée dans ce genre de moule à manquer que je trouve hyper pratique à utiliser parce que c'est anti-adhésif et ça donne une forme comme ça, un palais qui se démoule tout seul. J'ai mis 350 grammes dedans. Ensuite j'ai laissé pousser à température ambiante pendant 30 à 40 minutes. Ça gonfle un petit peu, il faut que ce soit... En gros, quand on moule, c'est à la moitié. Ensuite, on laisse pousser, ça vient aux 2 tiers, 3 quarts. Et avant d'enfourner, je mets un petit tapis de cuisson dessus et j'enfourne ça à 170 degrés pendant, pareil, une grosse demi-heure. Après, j'enlève le tapis de cuisson, je démoule et je finis la cuisson comme ça. Donc ça, c'est hyper facile à faire. Ça donne une pâte à baba assez sèche et qu'on peut imbiber comme on veut. Donc la pâte à baba, le sirop d'imbibage. Ensuite, la compotée de poire, je vous en ai parlé avec les poires confites que j'ai hâte de vous faire goûter parce que ça paraît tout bête, mais c'est juste des poires, il n'y a rien d'autre. Et en fait, c'est vraiment hyper agréable. Je trouve que la poire, si elle est mal transformée, elle peut vite n'avoir aucun goût, sentir un peu la flotte. Alors que quand elle est comme ça, juste légèrement pochée, confite avec des épices, je le répète, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, on peut mettre des poivres, on peut mettre des zestes d'agrumes, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, et ça lui donne vraiment du caractère. Donc ça, c'est la première chose. Donc Ça là, demande du temps, pardon, pour la compoter. alors ça, justement. ouais, franchement, j'en ai pas encore parlé, mais j'allais le dire, et tu fais bien de me le rappeler. En pâtisserie, le seul conseil que je puisse vous donner, au-delà d'être méticuleux et de faire attention au pesé, c'est de vraiment prendre le temps de faire les choses. Et donc j'ai rajouté dedans, j'ai ramené ça, parce que je trouve qu'on utilise de moins, enfin, c'est quand même 10 ans qu'on utilise de moins en moins d'alcool dans les pâtisseries, en général, parce que c'est plus tendance, parce que c'est plus dans l'air du temps et tout, mais il y a certaines choses qui le méritent. En l'occurrence, dans un baba au rhum, c'est cool d'utiliser un alcool, pas forcément du rhum, mais là j'ai choisi de travailler avec une liqueur de poire Golden Age de la maison Massenet, qui est pas très loin, qui est à Épinal, enfin à côté d'Épinal, pardon, dans les Vosges. Et c'est vraiment ça. Je vous invite à la fin de la démo à venir sentir parce que ça, c'est vraiment un truc de fou. Et donc j'ai utilisé à la fois pour rajouter un peu de caractère à ma compotée de poire, mais aussi
pour donner plus d'arôme à ma crème vanille dont j'allais vous parler là. Vous avez une recette de chantilly. Dans ce dessert, en fait, il y a une pâte à baba, un sirop, une compotée de poire et une crème, d'accord? La crème, je vais passer 2 minutes à vous expliquer. Souvent à la maison, on fait juste monter de la crème pour en faire une chantilly. C'est une connerie parce que, en fait, déjà, il faut toujours utiliser de la crème liquide à 35% de matière grasse pour faire vos chantilly. Il faut évidemment du matériel bien froid, bien sanglé, on appelle ça, pour éviter de faire des erreurs. Ça, c'est une façon de faire la chantilly. L'autre façon, c'est de prendre la recette que vous avez sous les yeux, par exemple, de faire chauffer la première partie avec tous les arômes, toutes les matières sucrantes, la vanille, les épices, tout ce que vous voulez. Hors du feu, on ajoute de la gélatine, donc 1 ou 2 feuilles en fonction de la quantité que vous faites. Et ensuite, on met une autre partie de crème liquide froide dedans. On mélange le tout, on rajoute la liqueur, et ça, on le laisse reposer jusqu'au lendemain. C'est important que je vous dise ça parce qu'après, je vais monter la chantilly. Vous allez voir, elle a une texture de panna cotta un peu. Elle est légèrement gélifiée et ça lui donne vraiment une texture beaucoup plus lisse que tout ce que vous pourriez utiliser si vous ne faites pas ce genre de choses. On avait l'habitude quand même, il y a quelques années, de faire plutôt des ganaches montées. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas du tout, mais c'est en général à base de chocolat blanc. C'est plus dense, plus sucré. Ça fonctionne très bien, mais c'est pas ce que je recherche dans un dessert comme le baba par exemple. Donc là, c'est vraiment juste une chantilly. Mais pour lui apporter ce côté onctueux, lisse et brillant, je vous invite à faire ce genre de recette. En fait, à les faire la veille avec un tout petit peu de gélatine dedans. Comme une panna cotta, vraiment, c'est assez similaire en texture. Et le lendemain, on le monte tout doucement au fouet. Et du coup, je vais pouvoir mouler mon palais avec ça, le lisser, le congeler. Et je vais vous faire goûter le reste. Je vais faire un gros cul de poule pour vous faire goûter. Alors en texture, ça paraît un peu bizarre comme ça. Ça fait presque un peu faisselle. Mais c'est vraiment plus presque une texture un peu de panna cotta. Donc ça donne ça. C'est juste pour vous montrer. Faut pas avoir peur si vous avez un truc un peu comme ça. Voilà, vous allez voir, une fois que c'est monté, en fait, ça va devenir liquide. Et ensuite, ça va monter, ça va prendre du volume. Et on va incorporer des petites bulles d'air dedans. Et on va avoir une texture de chantilly très onctueuse. Et justement, je vous dis tout ça parce que pendant que ça monte, je vais la mettre en vitesse moyenne. Évitez de le mettre à fond les ballons. Ça va complètement péter la texture. Ça va trancher, ça va faire de la merde. Enfin, pardon, mais ça va. Il y a les trancher. enfants, hein. Et pendant que ça monte, je vais pouvoir répondre à vos questions. Il faut combien d'ingrédients pour faire la recette? Ouais. Tu vois, là, un chantilly, il n'y a pas grand-chose. Il y a de la crème, un tout petit peu de sucre, un tout petit peu de gélatine et des épices. Un peu de vanille, un peu de tonka et tout ça. Donc tu peux mettre tout ce que tu veux dedans, juste pour la chantilly. Et après, pour tout le reste, il y a un peu plus d'ingrédients. Mais ça reste une recette finalement assez simple en fait. Il y a juste une pâte à baba qui est composée farine, œuf, sucre, beurre, avec un peu de levure et tout. Et là, c'est des poires. Et là, il y a un peu de crème. Donc en fait... Donc là, on va faire monter la chantilly. On a la chance dans ce métier d'échanger beaucoup de choses. C'était pas le cas il y a 20 ans, je pense. En tout cas, moi, quand j'ai commencé la pâtisserie, tout était assez secret en fait. Toutes les recettes étaient, on les partageait surtout pas. C'était ma recette de sablé, mon truc. C'était très très cloisonné, très fermé en fait comme mindset. Et on a la chance depuis, grâce aux réseaux sociaux, à tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années, d'avoir un métier maintenant qui s'est complètement ouvert. Toutes les recettes sont en ligne de tout le monde. Vous les recettes de n'importe quel chef, elle est en ligne. Il y a beaucoup moins de secrets en fait. Après, il y a des tours de main. Et donc, je trouve que ça 1000 fois plus intéressant de se concentrer sur le savoir-faire qu'on transmet de génération en génération, plutôt que sur une recette qui en fait... Et parce qu'on aura beau essayer de recommencer la recette de notre grand-mère à la maison, ce sera jamais la même saveur. Moi, j'essaye sur plein de plats. Ma grand-mère qui malheureusement n'est plus là, on essaie de refaire la même et ça ne remarche jamais parce qu'il n'y a pas la magie et le coup de main de la grand-mère. Exactement. Et il y a l'ingrédient principal, il y a l'amour surtout. Ça, on oublie d'en parler, mais dans les recettes, il faut l'ajouter. Mettre de l'amour dans ce qu'on fait. Très important. En fait, je vais utiliser cette chantilly donc, qui est un petit peu, vous allez voir, vanillé, épicé et tout, je l'ai dit, avec un petit peu de liqueur de... J'ai cru que c'était une bière. Un petit peu de liqueur de poire. De poire, merci beaucoup. Pour à la fois garnir là, le palais, le lisser et le mettre au congélateur. Et surtout, après, on va pouvoir finir les petites verrines pour vous pour la dégustation avec. Comme ça, vous aurez la sensation de ce que je vous parle depuis tout à l'heure. Petite poche à douille, tout simple. On le dit en général assez souvent, mais en fait, simplement vous faites ça, comme ça. Hop. Donc on a la chantilly qui monte.
Alors pendant que notre chantilly monte, je vais en profiter un petit peu pour évoquer le fait que nous avons ici, eh bien, dans ce chapiteau qui vous accueille tout au long de cette foire internationale de Metz, la possibilité de retrouver eh bien, vos artisans locaux. C'est la Chambre des métiers de l'artisanat qui organise et qui crée cet événement, et vous pouvez retrouver, eh bien, que ce soit nos charcutiers, vous avez même une bière de la brasserie de Richemont, c'est une bière de Richemont, vous avez les boulangers, vous avez les cordonniers, les couturiers, les pâtissiers et les charcutiers également qui nous font le plaisir d'être avec nous. Donc si jamais eh bien, vous souhaitez déguster des produits du terroir, des produits mosellans, vous retrouvez l'ensemble eh bien, de ces producteurs, de ces artisans qui se rejoignent ici le temps de cet événement afin de vous proposer eh bien, de découvrir déjà leur savoir-faire, de découvrir leur métier, leur passion, comme François nous le propose en ce moment même. Donc n'hésitez pas à échanger avec eux. C'est vrai qu'on est sur une foire, des fois vous avez des vendeurs qui ne sont pas forcément eh bien, spécialisés dans leurs différents domaines, mais ici vous êtes sûr au moins d'échanger avec les artisans, et ce n'est pas le cas dans tous les événements. Donc aujourd'hui vous avez eh bien, justement nos producteurs qui sont là, qui viennent mettre en avant leur savoir-faire, leurs produits, qui pourront eh bien, évidemment vous faire découvrir et détailler justement leurs différents secrets, comme nous le proposent nos chefs pâtissiers aujourd'hui en cette deuxième journée déjà des pâtissiers de Moselle. Exactement. Notre chantilly est prête, franchement. J'ai cru que ça n'allait pas marcher, j'ai eu peur, mais non, ça va. Alors, petite texture de chantilly, je vous montre. On est là. Je l'arrête vraiment assez souple comme ça, c'est très important, je pense que c'est ce qui est le plus important que je peux vous dire aujourd'hui. Ça paraît être le truc le plus... basique, le plus ouais, c'est une chantilly, mais c'est pas vrai. Plus le temps passe et plus ce genre d'éléments, en fait, c'est hyper onctueux. Il faut garder cette texture. En fait, ce genre de recette, bon, déjà il y a un petit peu de gélifiant, c'est une chose, mais surtout il y a la matière grasse. On a parlé tout à l'heure d'une crème liquide à 35% de matière grasse, ce qui veut dire qu'en fait, une fois qu'elle est montée comme ça, elle va se resserrer un petit peu. C'est une première chose. La deuxième chose, quand vous allez l'utiliser en poche, ça va la comprimer entre la matière grasse et l'air qu'il y a dedans. Avec le froid, la chaleur de la main et tout, si vous la montez trop au départ, ça va trancher et ça va faire de la merde. Donc surtout, gardez-la comme ça, bien onctueuse. On voit qu'on a pris beaucoup de volume. Elle est hyper brillante, je vous le disais, hyper lisse. Voilà, c'est tout ce qu'on peut attendre d'une chantilly qui est assez peu sucrée finalement, qui est bien lisse, bien brillante. Qui s'utilise très bien, et surtout il ne faut pas trop la serrer, parce que si on va un tout petit peu trop loin, en fait il suffit de pas grand chose, quelques secondes de plus, et on se retrouve avec un truc qui est hyper dense, hyper compact, et on comprend pas pourquoi la chantilly ça va pas, alors qu'en fait voilà. Donc là, tout simple, quand vous faites ce genre de forme, la seule chose à faire quand vous moulez ce genre de crème, que ce soit une mousse, une crème ou toutes les textures un peu onctueuses, il faut prendre le temps d'éviter d'avoir des bulles d'air sur les extrémités comme ça. Donc la première chose à faire, c'est d'abord de faire le tour. Après, vous faites juste ça. En fait, on voit que la crème, alors je sais pas si vous le voyez bien, si on s'est filmé du dessus, hyper lisse, et en fait cette texture qui est très voluptueuse, on va dire, elle va rester comme ça, et c'est ça le plus important en fait, parce que sinon ça devient vraiment très dense et c'est beaucoup moins intéressant, surtout pour un baba. En fait, moi je trouve que la recette du baba au rhum est une recette finalement assez basique, mais ce qui est bon, c'est quand on a le gros baba qui est bien imbibé, qui a du jus un peu partout, et qu'on met des grosses louches de crème comme ça avec. C'est ça qui est bon en fait. Il ne faut pas perdre ça. D'où l'intérêt de faire une crème comme ça aussi souple, c'est qu'il faut garder ce côté, voilà, ce que je viens de dire quoi. Le côté onctueux et gourmand de la recette. Et donc là, ensuite, tu viens lisser. Ouais, comme ça, très légèrement. Hop. Essayez de pas trop. Voilà, comme ça en une fois. Tac. Tac. Et donc ça, comme ça va jusqu'on voit que c'est un peu souple. Hein. Ça va au congélateur. Merci beaucoup. Et ça, je vous ferai goûter donc cette texture de crème juste après. Je vais glacer mon baba et après on reviendra dessus les filles pour... Enfin les filles, Loïc. Donc, mon petit baba que j'ai imbibé.
Ici, j'ai préparé, vous avez dans la recette, une recette de... nappage rouge. Exactement. Pour cela, il vous faut plusieurs ingrédients que vous pouvez évidemment retrouver dans la recette. Nous avons un sirop filtré, on en a parlé déjà tout à l'heure du sirop. Exactement. Un sirop de glucose. Je te laisse. Je continue. Ouais. Un nappage neutre avec un colorant naturel. Je crois que sur ce nappage-là, tu as utilisé de la fleur d'hibiscus, c'est ça? Exactement. En fait, pour colorer naturellement, vous avez plein d'alternatives aujourd'hui de colorants naturels. Et en l'occurrence, là, j'utilise l'hibiscus. Si vous n'avez pas du colorant hibiscus, vous pouvez très bien acheter de l'hibiscus séché en épicerie bio, tout ce que vous voulez. Ça se trouve en gros paquet. Vous le mixez en poudre et vous en servez comme colorant. Ça fonctionne parfaitement. Donc on fait chauffer le tout ensemble. On va ensuite le mixer et l'utiliser. Alors il y a une température à respecter pour le nappage, c'est 40 degrés je crois. Exactement. Et alors il y a un ingrédient également que tu avais ajouté hier, que j'ai découvert en même temps, qui nous permet d'avoir cette petite brillance à l'intérieur. Je te laisse en parler, vas-y. Alors à votre avis, qu'est-ce qui permet d'avoir ce côté pailleté, doré à l'intérieur de notre nappage, pardon? Qui a une idée? Je vous rappelle qu'il y a quand même 1500 € en jeu, si jamais vous répondez à cette question, qui seront offerts par Loïc. Exactement. Loïc n'était pas au courant. Alors à votre avis, qu'est-ce qui nous donne ce côté pailleté? Je ne sais pas si on le voit un peu à l'écran. Si, regardez, il y a des petites paillettes dorées dedans. Une idée peut-être? Non? Personne ne veut gagner 1500 €. Si, des paillettes de quoi? De Kevin? Est-ce qu'on a une petite... J'avais une plaque japonaise, tu sais. Non, c'est pas des paillettes. Bon bah je vais vous le donner, je garderai les 1500 € du coup. C'est de la feuille d'or. Je donne ça. Ah mais c'est pas des paillettes, c'est une feuille. Allez, vous gagnez 5 € du coup quand même, ce qui est pas mal. Et pour 5 €, vous avez ce fascicule de recettes qui vous permettra de réaliser l'intégralité des recettes proposées aujourd'hui par nos chefs chez vous, à la maison. Calme-toi. Ouais, calme-toi. Pardon. Hop. Ça. Et donc il allait gratter sur les portes Place Stanislas à Nancy pour récupérer les fameuses feuilles d'or. Voilà. Exactement. Alors, nappage rouge, vous avez la recette sous les yeux. Quoi? Ah, pardon, il fait le community manager, alors je suis obligé de... non, simplement, ce genre de choses. Contrairement à un entremets, le baba, il va par définition imbiber, enfin pomper un petit peu, boire, c'est plus joli, l'humidité du glaçage. Donc on essaie d'avoir juste une texture qui soit à la fois nappante et en même temps pas trop chaude. Donc là, je suis à 36-37 degrés. Il faut aller assez vite sur le geste. Hop, commencer par l'extérieur. Non mais il me fatigue. Et voilà comment on réalise un nappage. Hop, comme ça, vous passez une fois. Et après, je vais enlever un petit peu l'excédent que j'ai au centre. Je vais venir placer ma crème ici. Voilà. Hop. Nickel. Voilà, donc on a vraiment juste nappé les côtés pour retrouver ce côté baba un peu voilà, baba. Hop. Vous voyez le nappage est assez fluide. Juste un petit pourtour, j'ai enlevé le centre parce qu'il a creusé un tout petit peu. Et est-ce qu'il faut ensuite venir déposer ça le réfrigérer ou on peut le laisser figer seul comme ça à température ambiante? En fait, moi ce que je conseille, c'est plutôt de faire ce que je viens de faire, de le mettre dans le plat de présentation et ensuite de le laisser au frigo l'ensemble une fois qu'il est fini avec la crème et tout. Parce que, en fait, contrairement à un entremets classique où on a l'habitude de voir un glaçage nickel et tout, là c'est un baba, donc il a du jus, donc il va rendre un peu de jus, d'où l'intérêt d'avoir pris une assiette un peu coupole, mais c'est ce que j'aime aussi. C'est le côté quand on coupe une part, on a la crème, le sirop, le truc et tout, c'est ça qui est cool quoi. Je trouve que ça en fait des desserts un peu vivants, un peu moins plastiques qu'un entremets parfois. Hop, fais attention.
Un truc un peu comme ça. Hop. Pas de bol. Voilà. Hop. Ça, je peux vous laisser récupérer ça et le remettre peut-être là dans le récipient. Merci beaucoup. Donc on a notre biscuit. On a le baba qui est glacé. Le baba qui est fait. Je suis pas encore en retard. La crème qu'on a vue, que j'ai mis au congélateur tout à l'heure, évidemment je l'ai préparée en amont parce que sinon c'est pas drôle. Ouais, elle arrive. Hop. Voici donc bien, le fameux palais, une fois qu'il a été démoulé. Exactement. Alors là, il a été démoulé. Et en fait, pour à la fois le conserver et le rendre un petit peu brillant, j'ai appliqué un petit peu de nappage dessus. C'est juste un nappage neutre. Voilà, très fin, le plus fin possible, juste pour le conserver. C'est ce qui le rend brillant un peu. Et ça l'imperméabilise aussi en même temps? Et ça l'imperméabilise, ouais. Hop. Voilà. Hop. Simple, efficace. Et donc en fait l'idée c'est, comme je vous disais, d'avoir... En fait j'aime bien j'ai choisi volontairement de faire un dessert un peu généreux, un peu gourmand, parce que je trouve qu'en fait il n'y a rien de meilleur. Ok, individuel, c'est beau, c'est sympa et tout, mais je trouve qu'il n'y a rien de meilleur qu'un gros gâteau à partager. Et en fait en ayant ça, quand tu laisses décongeler de la chantilly, ça va assez vite, hein, ça prend même pas 1 heure. Quand tu coupes une part, tu as vraiment de la crème partout, tu as un truc un peu cool. Et je mets toujours à côté un bol de chantilly, un bol de confit de poire. Et en fait, c'est vraiment le dessert où faut y aller, quoi. Faut que ce soit gourmand parce que sinon... Alors, parce que je trouve que c'est joli, c'est l'unique raison, je vais râper un tout petit peu d'amande comme ça avec une microplane. Donc juste une amande brute. Je trouve que ça lui donne juste un petit côté comme ça, un peu précieux. J'ai récupéré la pâte sucrée de la pâte sablée de Nico tout à l'heure. Je l'ai écrasée, j'en ai fait une petite poudre que je vais venir comme ça. Voilà. Et c'est là où tu racontes l'histoire de la feuille. La fameuse histoire de la feuille que Nicolas va venir nous raconter. L'histoire de la feuille. Mais moi j'ai même autre chose à vous raconter. Enfin même, on a la chance aujourd'hui d'avoir François Daubinet qui est là et il fait plein de créations à Paris. C'est assez ouf. Moi, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions quand même dans le public. C'est vrai. Et franchement, en fait, on est une petite team aujourd'hui qui, vraiment, c'est assez cool. Ça s'est fait naturellement. On est assez proches tous ensemble. Il y en a des univers complètement différents. Il faut vraiment que vous profitiez à poser des questions. Si vous ne connaissez pas François, il faut absolument regarder son Instagram. Il a son univers complètement à lui. Vraiment, c'est important. Et il mélange vraiment tout ce qui est pâtisserie et artistique. Et aujourd'hui, ce serait cool que, au-delà du gâteau, que tu nous racontes un peu comment tu... fais pas semblant de bosser. Hein. Merci beaucoup. Que tu nous racontes un peu cet univers entre, je pense, ce côté artistique que tu as et qui fait sa singularité. Et ces gâteaux, enfin, même l'histoire, alors on revient sur la feuille. Mais raconte, tout le monde attend l'histoire de la feuille. Bien sûr, c'est pas non plus hyper dingue, mais... Il avait oublié la feuille, on allait se promener, fort de Queuleux, on allait courir, on a chopé une feuille, on l'a mis sur le chauffage. Elle est parfaite, on dirait qu'elle est même mangeable, tellement elle est belle. Et voilà, et aujourd'hui, mais au-delà de ça, franchement, c'est incroyable. Et tu pourrais nous parler, je pense, un peu de ton monde. Et ce qui, moi, je trouve que ce serait super important, et c'est ce qui fait ta singularité, c'est ce côté artistique. Il a créé vraiment, il fait souvent des collabs avec des artistes, et c'est vraiment incroyable. Je vous invite à aller voir ces photos, c'est ouf. Merci grand chef. Alors est-ce que tu peux nous donner déjà le nom de son compte Instagram? C'est pas très compliqué. François Daubinet. Ça va. Non, mais l'idée c'est, vous verrez sur mon compte. Alors évidemment, vous allez voir Nicolas, c'est une star, donc il est 2 fois plus médiatisé que moi et tout. Mais non, moi j'essaie simplement de partager ce que je vous disais, ce côté, j'ai une vraie sensibilité pour les domaines artistiques en général et pour toute la transformation de la matière dans tous les métiers d'art. Et donc ça me permet à la fois d'avoir la chance de rencontrer des gens et des professionnels du monde de l'artisanat et de l'artisanat d'art, mais aussi des artistes,
avec qui je travaille, avec qui je collabore, avec qui je fais souvent des opérations un peu événementielles, expérientielles. Et c'est un peu ça dont parlait, je pense, Nico. Je pense à un street artiste avec qui j'ai fait un super truc il y a 3 ans. On a fait un gros pop-up à Paris pour Noël. Voilà, des petites choses un peu comme ça. Et donc, juste pour finir, vous allez voir que tous les chefs, ils ont leurs livres qui sont là en vente cet après-midi. Avec la librairie Isler, ouais. Le mien, mon premier livre sort dans 3 semaines, donc je ne l'ai pas là aujourd'hui. Mais il parle vraiment que de création. Il parle justement du processus créatif à travers les métiers d'art et d'artisanat d'art. Ça parle presque pas de pâtisserie, mais plutôt de... bon, déjà, il s'appelle Inspiration. Donc ça parle évidemment d'inspiration artistique, artisanale, de création. Et l'idée dans cet ouvrage, c'est de raconter en fait... Ça paraît simple, mais quand on est dans une feuille blanche et qu'on a une certaine commande, je sais pas, je vais parler peut-être pendant 2 minutes de mon quotidien aujourd'hui qui est complètement différent de ce que je faisais il y a 1 an. Il y a 1 an, j'étais chez Fauchon, j'avais une brigade de 25 pâtissiers avec moi, on avait la boutique à faire tourner, 1500 petits gâteaux à faire par jour, beaucoup de travail, beaucoup de densité, beaucoup de choses. Donc peu de temps consacré à la création et à l'ouverture d'esprit pour pouvoir faire des choses un peu différentes. Et ce qui est totalement différent de ce que je fais aujourd'hui dans mon métier 1 an après, où en fait je suis payé et appelé pour faire des créations qui n'ont jamais été vues avant et qui font une expérience un soir, je sais pas, une semaine ou des choses comme ça. Et j'en perds le fil de ce que je voulais dire, mais juste pour dire que ça paraît simple, on voit des photos de gâteaux. Non, mais on voit des photos de gâteaux, des pâtissiers et tout. On se dit ouais, ça a été vu et revu ou pas, enfin peu importe. Mais l'idée, c'est de se dire, quand on est devant une feuille blanche et qu'on a une commande avec un cahier des charges, en fait, comment on fait pour atteindre le produit escompté, ce qu'on nous a demandé, et de réaliser une commande demain pour Dior ou Chanel, sur lequel il y a énormément de budget, énormément d'attentes, énormément de presse, énormément de communication. En fait, il y a des outils pour y arriver. Ça se fait pas comme ça par magie, en fait. Donc il faut créer un mood board, il faut aller s'aérer, s'ouvrir l'esprit, aller voir des vitrines, aller voir des expos, aller voir des ateliers d'artistes, aller voir les différents outils qu'utilisent les autres domaines en fait. Et voilà, c'est un peu ce que je raconte dans mon livre voilà, comment on fait demain, j'ai une page blanche, j'ai une commande à créer, j'ai 1 mois, comment je fais. Donc le baba est là, on va sortir les verrines, s'il vous plaît. Mais je crois qu'avant la dégustation, je pense qu'on pourrait prendre un temps pour applaudir, s'il vous plaît, monsieur François Dobinet, qui est avec nous aujourd'hui. Cette recette nous fait saliver et vous pouvez éventuellement la reproduire chez vous et également revoir l'émission en replay sur notre site Moselle TV. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve prochainement pour d'autres aventures gustatives.